Penny, tu as la parole pour 20 minutes et pour nous parler des questions de répartition de la compétence préjudicielle entre le tribunal et la Cour de justice. On va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment honorée de pouvoir discuter avec vous ici à Lyon 3, mon alma mater, de la réforme du tribunal, donc du lieu où j'évolue professionnellement. Et je remercie plus particulièrement la direction de l'EDIEC, donc Gaël Marty et Loïc Robert, pour l'organisation de ces colloques, mais aussi le juge Stéphane Zervazoni qui a accepté d'intervenir devant nous aujourd'hui et qui est d'ailleurs, il faut le dire, l'un des architectes de la réforme parce qu'il est aussi le président du comité règlement de procédure du tribunal. Donc, j'espère qu'il pourra nous éclairer sur tous les points où tous nous autres, on n'aura peut-être pas de réponse. Donc, le mouvement de transfert de compétences de la Cour au tribunal, depuis sa création, suit deux mots d'ordre, allocation efficace des ressources et célérité. On a vu qu'au fil des années, le tribunal est devenu le juge des droits communs des recours directs, mais la Cour a toujours été réticente de partager avec lui sa tâche essentielle, donc l'interprétation uniforme du droit de l'Union. Qu'est-ce qui a changé en 2022 pour justifier la demande de transfert de la compétence préjudicielle? On a déjà parlé de l'augmentation de la charge de travail de la Cour, mais on voit dans les statistiques que finalement, finalement, les affaires introduites en renvoi préjudiciel n'ont pas tellement augmenté entre 2017, la période que la Cour analysait, 2022. Elles ont même peut-être plutôt baissé en 2022. Et donc, en chiffre absolu, qui est un pourcentage, on voit que le pourcentage il reste aussi stable, 72%, 66%, 67%. Il reste stable. Ce qui ressort par contre des statistiques, c'est un allongement de la durée de l'instance. Donc en 2018, en 2016 déjà, c'était 15 mois, 2018, 16 mois, et puis en 2022, on passe à 17,3 mois. Cet allongement, il concerne tant les renvois préjudiciels que, en fait, toutes les autres affaires qui sont traitées par la Cour. Ce qui est particulièrement important est de voir que même les procédures préjudicielles d'urgence voient quand même un allongement d'un mois sur un délai de 3 mois, donc presque un allongement de 30%. Ce qui est important. Et la Cour aussi, cela n'est pas dû à l'augmentation des affaires traitées par la Grande Chambre. Contrairement à ce qu'on pense ou on dit souvent, on voit que les affaires traitées en Grande Chambre, elles sont stables, vraiment depuis 2018 jusqu'en 2022. C'est vrai qu'il y a une augmentation des affaires des Grandes Chambres depuis, disons, il faut le dire, l'époque de la présidence Skouris. Il y a maintenant plus de Grandes Chambres, mais ce n'est pas non plus ça l'élément qui peut expliquer les choix de la Cour, d'autant plus qu'on voit qu'il y a une augmentation assez importante des affaires qui sont traitées en chambre à 3 juges. Donc des affaires qui sont censées nécessiter moins de ressources et moins de temps de traitement. Mais la vérité ne se trouve pas toujours dans les chiffres. Donc, il faut dire, on l'a déjà évoqué tout à l'heure d'ailleurs, qu'il y a une augmentation de matières traitées par la Cour de justice, des matières très complexes, des matières nouvelles pour lesquelles on n'est pas spécialisé. Je peux vous dire, de ma propre expérience en tant que référendaire auprès d'un avocat général, que je n'ai jamais eu à travailler 2 fois sur le même type d'affaires. Jamais. Le matin, on travaille sur une affaire qui concerne la Cour d'association avec la Turquie. L'après-midi, il y a une affaire de pourvoi dumping qui nous tombe dessus. Donc, tout cela, ça nécessite un investissement très important pour traiter les affaires. Les questions préjudicielles deviennent de plus en plus nombreuses et complexes pour la même affaire. Les juges nationaux, ils se connaissent maintenant mieux en droit de l'Union européenne en général. Alors, ils envoient des affaires plus précises, des questions plus précises, plus complexes, plus difficiles à répondre.
Tout cela compte. Et aussi, il faut le dire, on l'oublie souvent, début 2020, il y a eu le Brexit. La Cour compte depuis une unité de production de moins. Donc, les juges britanniques et son cabinet, qui absorbaient quand même environ 4% de la charge de travail. Chaque juge, donc aussi les juges britanniques, il absorbe environ 4% de la charge de travail de la Cour. Et cet élément aussi est important. Par contre, du côté du tribunal, comme on l'a déjà vu, il y a plus de ressources et la durée de l'instance a diminué. Alors maintenant, la Cour a envisagé, elle a pensé que le tribunal peut et a les ressources nécessaires pour traiter les affaires préjudicielles. Donc, de ces statistiques se ressortent deux objectifs poursuivis par la nouvelle répartition des compétences, à savoir la meilleure utilisation des ressources disponibles, c'est-à-dire des effectifs augmentés du tribunal, et la célérité dans le traitement des affaires. Un objectif sous-jacent est celui de la protection de l'interprétation uniforme du droit de l'Union et la clarté dans la répartition des affaires, de la sécurité juridique. Donc, la nouvelle répartition des compétences entre la Cour et le tribunal représente deux défis. La délimitation claire des matières transférées dans un souci de sécurité juridique et la gestion du partage de la compétence transférée. Donc, je vais examiner d'abord la redéfinition de la compétence préjudicielle et ensuite le contrôle de cette répartition. On l'a déjà vu, comme cela ressort des termes même du traité, la compétence du tribunal pour connaître les questions préjudicielles n'est pas une compétence générale, s'étendant l'ensemble des domaines couverts par les droits de l'Union, mais concerne uniquement les matières spécifiques. Comment définir ces matières spécifiques? Il faut tenir compte de différents paramètres. La sécurité juridique, les matières traitées par le tribunal doivent être clairement identifiables, la cohérence de la jurisprudence, les matières choisies doivent soulever peu de questions de principe, avoir déjà un socle important de jurisprudence susceptible de guider le tribunal dans l'exercice de sa compétence, et l'efficacité. Donc, les affaires transférées doivent être suffisamment nombreuses pour alléger effectivement la charge de travail de la Cour. Et la Cour a pris en compte alors les statistiques suivantes pour choisir les matières transférées, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d'assises, le code de douane, classement tarifaire, indemnisation assistante des passagers et quota d'émissions à effet de serre. On voit l'évolution entre 2017 et 2022. À part l'année 2022 où il y a eu moins d'affaires introduites à la Cour en général, pour les autres années, nous sommes au-dessus de la centaine d'affaires. On voit aussi que c'est la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui représente le plus grand nombre d'affaires. Donc, en total, pour 6 ans, de 631 affaires, on peut imaginer que globalement, ça représentait une centaine d'affaires par année. « 20% alors de la charge de travail de la Cour, ce qui est quand même considérable, plus que les 4% qu'absorbaient les juges britanniques. Donc, on voit ici un autre aspect important, quel est le traitement procédural de ces affaires à la Cour. Elles sont rarement jugées en grande chambre, on voit. Elles sont plutôt jugées en chambre à 3 juges, mais aussi en chambre à 5 juges. Et il n'y a pas finalement, dans la moitié environ des affaires, il y a des conclusions. Donc, il ne nécessite pas souvent de conclusions, ce qui montre en fait qu'il n'y a pas de nouvelles questions de droit qui sont posées souvent dans ces affaires, parce que les critères pour avoir des conclusions d'un avocat général dans une affaire préjudicielle, est-ce qu'il y a une nouvelle question de droit qui est posée à laquelle la réponse n'est pas évidente. Donc voilà l'article 50 ter, alinéa 1 du statut, qui définit les matières spécifiques. Donc le choix de matières par la Cour peut susciter des questions. Ainsi, il ressort des statistiques que seules les affaires de TVA assistante des passagers représentent une masse d'affaires qui peut représenter vraiment un allègement réel de la charge de travail de la Cour. Alors on peut se poser la question pourquoi les autres matières ont été choisies.
Il ressort aussi de matières choisies que l'expérience du tribunal n'était pas un critère, car les autres matières qui représentent une masse d'affaires importante, qui sont clairement identifiables, comme le marché public et la propriété intellectuelle, n'ont pas été proposées. La Cour n'a pas donné d'explication pour son choix, mais on peut s'imaginer que puisque le tribunal agit pour les mêmes matières en juge de première instance, on n'a pas voulu mélanger le rôle du juge de première instance avec le rôle du juge préjudiciel. Bien évidemment, rien n'exclut que ces affaires soient transférées au tribunal dans l'avenir, lors d'une nouvelle modification du statut. Donc, une autre question qui se pose concerne les limites de la compétence du tribunal dans les matières spécifiques. À la lecture du traité, où il est indiqué tout simplement que le tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, on peut penser qu'une fois qu'une question concerne l'une de ces matières spécifiques transférées, elle relève de la compétence transférée. Mais il y a deux situations où cette règle relativement stable peut susciter des questions. Premièrement, lorsque la même demande de décision préjudicielle concerne les matières transférées au tribunal et d'autres matières de droit matériel qui sont réservées à la Cour. Dans ces cas, il suffit de se référer au statut qui prévoit qu'ils sont transmises au tribunal seulement les affaires qui relèvent exclusivement des matières spécifiques transférées. Donc, toutes les autres matières restent la compétence de la Cour et la Cour répond aux questions qui concernent les matières spécifiques lorsqu'elles sont posées ensemble avec des questions dans d'autres matières. Deuxièmement, lorsque la même demande de décision préjudicielle concerne les matières transférées et les normes telles que les principes généraux du droit et les droits fondamentaux qui sont transversales. On a vu le contenu de ce qui est une question de principe. Je vais juste ajouter que ce n'est pas la raison pour laquelle la Cour a voulu garder la compétence dans cette question n'est pas évidente, puisque on doit quand même dire que le tribunal souvent interprète des questions qui concernent les principes comme la proportionnalité ou la non-discrimination. Alors, la raison n'est pas évidente, mais on peut s'imaginer qu'elle fait ça, comme vous l'avez dit, pour assurer l'unité et la cohérence du droit de l'Union. Donc, on peut se demander quand même combien y a-t-il d'affaires qui ne touchent nullement de normes transversales. L'objectif de l'efficacité peut ainsi faire défaut si un nombre trop élevé d'affaires reste à la compétence de la Cour pour cette raison. Il y a une autre question qui reste ouverte, celle des renvois préjudiciels en validité. Il n'y a rien qui est prévu dans les textes concernant cette question. Donc, il serait possible de penser que pour les matières spécifiques transférées au tribunal, le tribunal peut se pencher également sur les questions de validité, aucune distinction n'étant faite dans les traités. La seule trace dans le document est dans l'avis de la Commission de 2023, où la Commission indique qu'elle approuve la position de la Cour de ne pas faire de distinction entre les questions préjudicielles à interprétation et en validité. Toutefois, les questions en validité posent par leur nature des questions de principe concernant l'interprétation et l'application du droit primaire, alors on peut s'imaginer qu'elles seraient plutôt répondues par la Cour. Ce qui ressort maintenant de cette première analyse est que la compétence, même dans la matière transférée, reste partagée entre la Cour et le tribunal. La pratique va montrer quel sera l'impact de ce partage, tant sur l'objectif de la célérité que sur l'objectif de la sécurité juridique. La prochaine question qui se pose est pratique, elle est très importante. Qui va réceptionner les affaires préjudicielles dans la matière spécifique et qui va déterminer s'ils sont de la compétence du tribunal? Une fois encore, les traités ne donnent pas d'indication explicite. Il est toutefois possible d'imaginer que puisque la compétence sur la matière transférée appartient au tribunal, ces affaires préjudicielles seront introduites directement devant lui. Ça serait une application du principe compétence-compétence. Il appartient au juge de déterminer sa propre compétence. Or, cette solution n'a pas été retenue par les statuts. Elle présupposerait, comme on l'a vu, que les juridictions nationales se posent elles-mêmes la question de la juridiction compétente
Et donc, la Cour, dans sa demande de transfert de la compétence préjudicielle, a considéré que cette solution pourrait aller à l'encontre de l'objectif de la sécurité juridique et a proposé un système de guichet unique. Donc, toutes les demandes de décision préjudicielle sont soumises à la Cour de justice. Et en pratique, les greffes de la Cour recevra, comme c'est le cas aujourd'hui, toutes ces affaires. Elles seront aussitôt transmises au président, au vice-président et au premier avocat général. Et le président, l'avocat général, le premier avocat général et le vice-président entendu, s'il estime que l'affaire relève de matière spécifique, va informer le greffe qui va la transmettre au tribunal. Si maintenant il estime qu'une affaire peut porter sur d'autres matières, sur des affaires que les matières spécifiques ou concerner des normes transversales, des questions de principe, il défère la question à la réunion générale de la Cour qui, elle décide. Ce système présente l'avantage de ne pas compliquer la tâche du juge national de renvoi, mais il peut susciter des interrogations. Premièrement, quid de l'objectif de célérité lorsqu'aucun délai n'est prévu pour le traitement de la compétence par la Cour. En effet, pendant les négociations, il avait été imaginé de sortir le dispositif d'un délai d'un mois, mais cela avait été considéré trop restrictif par la Cour. La seule indication que nous avons aujourd'hui dans le texte, c'est dans le nouvel article 50 ter, troisième alinéa du statut, où il est indiqué que la Cour procède à la vérification aussi rapidement que possible. Cela peut prendre plusieurs semaines, en fonction de la période de l'année et de l'accord ou non de la réunion générale avec la proposition du président. Aussi, quid de l'objectif de la sécurité juridique lorsque le contrôle opéré est un contrôle prima facie qui doit être fait rapidement et donc sans le temps d'approfondir. C'est la pratique qui va montrer si l'objectif de la célérité n'est pas compromis par l'attente de la décision de la Cour concernant la compétence. Les dangers pour la célérité peut être nuancé par le fait que le traitement de l'affaire, à un stade aussi précoce, se fait en réalité par les services de la Cour pour les traductions et la notification, et ce traitement ne sera pas retardé en attente de la décision du président. Comment est contrôlé ce partage des compétences ? Les éventuelles erreurs dans le fonctionnement du guichet unique sont envisagées par la réforme. Donc, plusieurs hypothèses ont été envisagées par les législateurs. La première hypothèse est celle d'une erreur de la juridiction de renvoi qui introduit sa demande directement devant le tribunal. Dans ce cas-là, le greffier du tribunal va transmettre immédiatement la demande au greffier de la Cour, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui en cas d'erreur. La deuxième hypothèse est celle où, même après l'analyse effectuée par la Cour, dans le cas du guichet unique, une affaire s'avère relever des matières autres que les matières spécifiques confiées au tribunal. Pour résoudre cette hypothèse, le statut prescrit au tribunal de renvoyer l'affaire à la Cour, et le renvoi se fait par voie d'ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. La même obligation existe pour la Cour, qui, lorsqu'il constate qu'une affaire relève de la compétence du tribunal, même plus loin dans son traitement, elle la renvoie au tribunal. La troisième hypothèse est celle où le tribunal estime qu'une affaire appelle une décision de principe, qui est susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union. En vertu du traité, il peut, mais il n'est pas obligé, de renvoyer l'affaire devant la Cour. Donc, on voit ici les complications qui peuvent survenir lors de la mise en œuvre de la répartition de la compétence partagée. Cela représente des défis. Pour ce qui est de la sécurité juridique, l'existence d'autant de mécanismes de contrôle montre bien que des erreurs dans l'application du guichet unique peuvent être détectées jusqu'à un stade avancé de l'affaire. Pour ce qui est de l'objectif de la célérité, les possibles renvois entre la Cour et le tribunal peuvent allonger le traitement des affaires préjudicielles, qui est l'un des principaux objectifs quand même de la réforme. Ils peuvent intervenir à tout moment, même après la clôture de la phase orale de la procédure, et ils vont entraîner un retard important dans la gestion de l'affaire envoyée qui va devoir recommencer pour une affaire qui a déjà été dans les rouages de l'institution pour plusieurs mois.
je vais terminer par parlant du contrôle ex post, en fait, du rattrapage des compétences, donc de la procédure de réexamen. Donc, les traités prévoient que les décisions rendues par le tribunal sur les questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour, en cas de sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union. Pratiquement, cela signifie que c'est le greffe du tribunal qui informe le greffe de la Cour de l'existence d'une décision susceptible de réexamen, et le dossier de la procédure est mis à la disposition du premier avocat général qui a le monopole de la proposition du réexamen. Personne d'autre ne peut proposer le réexamen, sauf le premier avocat général. C'est sur proposition du premier avocat général, qui doit être faite dans un délai d'1 mois à partir du prononcé, qu'une proposition de réexamen est éventuellement soumise à la chambre de réexamen de la Cour, qui décide, également dans un délai d'1 mois, si une procédure de réexamen aura lieu. Il est difficile de prévoir et si cette possibilité sera utilisée souvent. La formulation du traité fait ressortir le caractère exceptionnel de la procédure de réexamen. Et l'essai, quand même, est assez élevé, comme on l'a déjà vu. On peut tirer quelques enseignements par la procédure de réexamen prévue pour les arrêts du tribunal rendus sur pourvoi visant un arrêt du tribunal de la fonction publique. Là, tout pour tout, 4 affaires de réexamen ont été rendues au total par la Cour. 7 fois, la Cour a décidé de rejeter la proposition de réexamen du premier avocat général. Donc, on peut dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent, peut-être une fois par année. Pour ce qui est du statut de la décision du tribunal pendant ce délai, ou même pendant la procédure de réexamen, la réponse se trouve dans l'article 62 ter du statut, qui précise que les réponses du tribunal aux questions soumises prennent effet à l'expiration des délais concernant la proposition de réexamen, ce qui signifie que pendant cette période, l'arrêt du tribunal n'est pas définitif. La mise en balance entre l'unité et la cohérence du droit de l'Union, et donc la sécurité juridique, et l'objectif de célérité, trouve dans ce cas son poids d'équilibre au profit de la première, sécurité juridique. L'existence de la procédure de réexamen, même s'il ne rallonge pas la durée d'instance en tant que telle, rajoute à la période du traitement des affaires une période d'1 mois pendant laquelle la décision du tribunal n'est pas définitive, ce qui a certainement un impact sur la durée de l'instance ou litige principal. Pour conclure, je souhaite souligner que dans cette nouvelle répartition de la compétence préjudicielle entre la Cour et le tribunal, il devient clair, tant par le système de guichet unique que par les moyens de contrôle qui sont instaurés, que les soucis de sécurité juridique priment sur l'objectif déclaré de cette réforme, c'est-à-dire la célérité dans le traitement des affaires. Maintenant, loin d'être une critique, cette conclusion confirme la Cour dans son rôle principal, veiller sur l'uniformité du droit de l'Union. Je vous remercie.